L'échiquier international, soyez les bienvenus. 136e jour d'agression sioniste sur Gaza. On déplore des dizaines de victimes au sein de l'enclave, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Toute la journée, justement, ils sont plusieurs Gazaouis à fouiller les débris pour tenter de retrouver des survivants. Cisjordanie, ce sont 7100 Palestiniens arrêtés depuis octobre dernier et sans aucune raison juridique. Justement, au niveau du droit international, il est question aujourd'hui au sein de notre émission du jour. Les premières audiences sur les conséquences juridiques et pratiques du sionisme ont eu lieu au sein de la CIJ. On a essayé d'instruire les exactions des sionistes depuis le mois d'octobre. Mais au-delà, questionnons-nous au sujet de ce droit, justement, ensemble avec vous, avec notre invité aussi qui apparaîtra dans quelques secondes. Le droit, lequel a déjà tout dit, tout proposé pour résoudre le conflit qui dure depuis 1948 et pourtant, dans les faits, on le voit, les traductions sont un peu limitées, pour ne pas dire caduques, à savoir que les Nations Unies condamnent l'occupation, mais des condamnations n'entrant jamais en vigueur, c'est-à-dire sans traduction au niveau du concret. Alors, bien qu'il s'agisse du veto des grandes puissances, dont notamment les États-Unis, mais qui dit veto, ou silence d'ailleurs, équivaut justement à encourager les sionistes à poursuivre leur nettoyage ethnique. Dans un tel contexte, quel arsenal justement disposent les juristes internationaux? On tente de le savoir dans un instant, juste après le jingle. Alors, droit international et la colonisation en Palestine, la CIJ, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, entame à partir d'aujourd'hui une semaine d'audience sur les implications juridiques de l'occupation sioniste. 52 pays seront entendus, c'est sans précédent. Demain, ça sera d'ailleurs au tour de l'Algérie de témoigner. Gilles Devers, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Alors Gilles Devers, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc avocat spécialiste du droit international et fervent défenseur de la Palestine et du Sahara occidental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci pour ce travail en commun. Alors Gilles Devers, il y a 4 heures, donc s'est conclue la première journée des auditions à la CIJ concernant les opérations sionistes et leurs conséquences, notamment sur le plan juridique. À quoi peut-on s'attendre à la fin de ces audiences qui durent une semaine? Oui, c'est ça, il y a une semaine d'audience, c'est un gros travail et la délibération de l'Assemblée générale est de 2012, donc comme je sais qu'il y a toujours beaucoup de doutes sur le travail de la justice internationale, il faut déjà souligner une réussite procédurale qui montre tout le sérieux de cela. C'est-à-dire qu'en 2 ans, un peu moins de 2 ans, on arrive à préparer le procès et à organiser une procédure avec 52 États et une semaine consacrée aux audiences, au débat public, et tout ça est publié sur le site de la Cour. Donc c'est dans la transparence un gros effort qui est fait pour dire que le rapport de force ne fait pas tout et qu'il existe le droit. Après, on verra les moyens de l'appliquer, ce qui est autre chose. Mais il faut dans un premier temps déjà dire les choses et centrer sur le droit en disant mais non, des données, elles sont de l'opinion politique, elles sont de la vision politique, elles sont de la vision diplomatique, elles sont du but militaire. Mais vous avez une base qui est la base universelle dans laquelle on se retrouve sur tous les théâtres de guerre, sur tous les champs humains, c'est le droit international. Et c'est en cela que cette procédure et les audiences que l'on a ces jours-ci sont tout à fait essentielles parce qu'on va dire le droit. Alors justement, concernant ce premier jour d'audience, je vous propose d'écouter le Premier ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad El-Maliki. Et on revient juste après. Aujourd'hui marque le début d'une procédure historique devant la Cour internationale de justice. C'est aujourd'hui l'ensemble du régime d'occupation coloniale d'Israël qui est jugé, pas seulement l'apartheid, la colonisation et la persécution par lesquelles il impose brutalement au peuple palestinien. Un nombre sans précédent de pays participent aux procédures et prennent position en faveur de la justice et de la paix.
Cela reflète clairement les préoccupations mondiales et les appels à mettre fin immédiatement et sans condition à ce régime odieux et illégal. Nous pensons que la Cour sera d'accord avec l'ensemble des arguments juridiques convaincants. L'existence de cette occupation coloniale illégale et du régime d'apartheid est la source de tous les maux dont souffre notre peuple. Alors, Gilles Devers, justement, l'entité sioniste, une nouvelle fois devant la CIJ pour colonisation, apartheid et déplacement forcé de populations en territoire palestinien, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou à Gaza. 52 pays, 3 organisations internationales, pour 2 questions qui seront soumises aux 15 juges qui devront dire si les conséquences juridiques de la violation du droit palestinien depuis 1967 sont actées, mais on sait, quelle que soit la décision de la CIJ, vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, quelle que soit la décision finale de la CIJ, elle ne peut appliquer ce qu'on appelle des mesures discrétionnaires, c'est-à-dire pas d'action concrète qui pourrait s'en suivre. Est-ce que, selon vous, je vous pose la question, est-ce qu'on est plus dans l'ordre symbolique ou il y a quelque chose qui nous échappe, nous qui sommes non connaisseurs du droit ? Non, on n'est pas dans le symbolique, on est dans le droit. Voilà, le symbole serait une manifestation pour dire justement on n'a plus de force juridique, donc on va faire ce qu'on appelait les tribunaux d'opinion, par exemple, où on réunissait un simili-tribunal pour dire voilà ce qu'il en est. Là, on est dans le droit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette procédure en télescope une autre, c'est le fait de l'actualité, vu que là, c'est une saisine qui date de 2 ans sur la question fondamentale de l'occupation, et puis il y a la procédure pour le génocide particulièrement. Ce que je trouve excellent, et je pèse mes mots, c'est qu'il y a maintenant, à côté des démarches politiques, diplomatiques et militaires, culturelles et sociales, eh bien, il y a la dimension juridique et qu'on est entré dans une restauration de la place du droit international dans le débat palestinien. Donc ça se fera pas en une fois, mais il faut certainement pas attendre de ce qui va venir demain d'une décision de justice. Il faut plutôt comprendre que c'est le début d'un processus. Et on dit souvent, mais Israël n'a jamais tenu compte du droit international. Oui, mais il n'y a pas eu d'action en justice et il y en a eu très peu qui y ont pu aboutir. C'est que on connaît uniquement une référence, c'est l'avis sur le mur de 2004. L'avis sur le mur préconisait un certain nombre de choses qui n'ont pas été mises en œuvre parce que c'était encore la mode d'Oslo et il fallait absolument négocier dans un cadre bilatéral. Donc il n'y a pas eu oui, il y a eu des discussions juridiques, mais il n'y a pas eu de discussion devant les tribunaux, avec la contrainte, avec le contradictoire, avec les plaidoiries, avec l'argumentaire. Donc notre message fort, c'est de dire il y a maintenant l'entrée je dis pas le retour, l'entrée de la Palestine dans l'application du droit international devant les tribunaux. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et au niveau de l'efficacité, eh bien, elle va venir. Ça, je suis serein. Pourquoi ? Parce que toute l'histoire le montre. Évidemment, ça va pas se faire demain. Mais vous voyez bien les forces qui sont en place. Nous parlons ce soir, il est bientôt 20h. On sait qu'il va y avoir une nouvelle nuit de bombardement et demain, il y aura 100 ou 120 morts de plus, dont la moitié d'enfants. On sait qu'il y a 25% de la population de Gaza qui est en situation de famine grave avec des conséquences à vie. Et il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas les forces pour contraindre M. Netanyahou à dire stop. C'est un État souverain, que ça plaise ou que ça plaise pas, et le droit international doit tenir compte de la souveraineté des États. Mais les grandes forces sont en œuvre, et vous vous rendez bien dans l'actualité, vous voyez bien qu'il y a des déclarations des États-Unis, il y a des déclarations de la France, il y a des déclarations de l'Allemagne. Je dis ça parce que c'était quand même le clan dur du soutien qui dit là c'est plus possible. Voilà. Et pourquoi ils disent que c'est plus possible? C'est pas à cause des souffrances des Palestiniens, puis qu'elles sont éclatantes sous les yeux depuis le 7 octobre. Et la société civile qui est visée, c'est parce qu'il y a cet environnement juridique et que les pays ne peuvent pas passer sous silence ce que disent les cours internationales. Ils sont obligés d'en tenir compte. Donc, évidemment, ils se tiennent pas comme si c'était un petit délinquant avec le tribunal correctionnel. Et c'est un peu plus de distance. Mais ils sont bien obligés d'en tenir compte et de caler leur politique sur le cadre juridique. Alors, Gilles Devers, parlons
Plus concrètement, pour le téléspectateur, remontons un peu le temps. La Cour internationale avait condamné, par exemple, l'établissement du mur il y a quelques années, en disant que c'était un mur illégal, hein, puisqu'en plus, il débordait sur les frontières palestiniennes reconnues par les accords d'Oslo. Mais n'empêche, l'entité sioniste n'a pas tenu compte de la décision des tribunaux internationaux et bon an, mal an, elle a continué à constituer, à construire son mur. Aujourd'hui, le mur est illégal, mais en tout cas, il existe. Donc, il fait partie du quotidien des Palestiniens. La décision de 2004 sur le mur n'est pas une condamnation. Non, c'était simplement un avis sur une demande de l'Assemblée générale. Et je dis bien que nous sommes entrés dans une voie nouvelle avec la plainte sur le génocide, parce que cette fois-ci, il s'agit bien de procédures qui ont lieu à la CIJ et à la CPI et peut-être bientôt devant d'autres instances. Donc, c'était un avis. Et quand vous lisez l'avis, il se termine cet avis en disant, voilà, on a énoncé le droit international, ce mur est illégal, et voilà ce qu'il faut faire. Et la Cour liste un certain nombre de mesures précises en disant, il faut faire ça, 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 ça. Et ensuite, les juges ont rendu leur office. Or, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Rien n'a été fait. Alors, je dis les choses clairement. Rien n'a été fait, d'abord, du côté de la Palestine. Évidemment, la partie est difficile pour la Palestine, qui est un État très fragile, politiquement, diplomatiquement, économiquement, qui en plus s'est placé sous la coupe économique et budgétaire et financière de l'Europe et des États-Unis. Donc, c'est une situation difficile. Mais en attendant, ce qui était préconisé par l'avis du mur, rien n'a été fait. De la même manière, l'avis sur le mur, la Cour disait aux États occidentaux, vous pouvez pas reconnaître le fait international illicite, donc vous devez prendre toutes les mesures pour appliquer l'avis que j'ai rendu, et les États n'ont rien fait, vu qu'ils ont continué à apporter leur soutien militaire à Israël, et qu'ils ont enfermé les Palestiniens dans une discussion bilatérale par les accords d'Oslo. Discussion, bon, dès qu'on dit qu'on discute pour la paix, on est pour, mais il faut quand même qu'il y ait des bases sérieuses. Or, il n'y avait aucune base sérieuse, vu que la négociation supposait de sortir les principes d'Oslo, c'est de sortir du droit international, de se mettre dans un jeu où c'est Israël qui a tout, qui peut vous en rendre un peu, et encore on ne peut pas discuter de la capitale, on ne peut pas discuter de la continuité territoriale, on ne peut pas discuter du recours à la force armée, on ne peut pas discuter de frontières définitives, on ne peut pas discuter de la maîtrise fiscale et financière. Donc, et on ne peut pas discuter de la capitale. On comprend. Donc c'était un leurre complet, et on a vu que les accords d'Oslo étaient simplement là pour casser la dynamique de l'État et favoriser la colonisation. Alors, donc moi, je défends l'appui du mur, et je dis que ce qui est en cause, c'est l'inapplication de cet avis. Alors Gilles Devers, au fond, ce que vous nous dites, c'est que, n'empêche, c'est une victoire, puisqu'il s'agit d'un retour à la Palestine au niveau du droit international. C'est déjà une victoire, et puis on avancera étape par étape pour voir si on peut faire coïncider ou conjuguer un mouvement qui ensuite aboutira tôt ou tard à des décisions beaucoup plus fermes et concrètes. Mais l'Afrique du Sud, il y a quelques jours, a porté une accusation de génocide devant la CIJ contre l'entité sioniste. Alors simplement, pour prouver un génocide, il faut prouver l'intentionnalité, c'est-à-dire une volonté objective d'éradiquer un groupe humain. Et dans sa décision, la CIJ, concernant cet aspect, elle dit qu'il faudrait maintenir des mesures conservatoire afin d'éliminer le risque de génocide. Est-ce que donc c'est un massacre, oui, une situation humanitaire catastrophique, oui, mais est-ce qu'il y a un plan pour éradiquer des gens parce qu'ils sont palestiniens? La CIJ ne s'est pas prononcée. Non, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Moi, je n'ai pas à défendre la CIJ quand il n'y a pas besoin, mais je la défends quand les choses sont logiques. Là, on est sur une phase urgente. On parle bien de la procédure génocide. Et la Cour, elle est amenée à rendre un avis complet, détaillé. Ça sera un document, vous verrez, qui fera peut-être 120 pages avec tous les points qui seront examinés, avec la démonstration de l'intention. Mais elle doit le faire après une procédure qui permet à tous les États d'intervenir et des débats sur le fond. Elle ne peut pas le faire dans le cadre de l'urgence. Elle n'a pas le droit. Elle applique un texte. Ce texte, c'est la Convention. Si demain les États signent une convention en disant que la Cour, dans les 15 jours, peut qualifier une situation de génocide, elle le fera. Mais il n'y a pas le cadre juridique. Quand vous êtes juge, vous appliquez des textes. Le texte dit simplement que quand il y a eu un risque de génocide plausible et qu'on prend les mesures
urgentes qui sont nécessaires pour sauvegarder des vies. Et là, la Cour, elle a répondu en disant, je vois qu'il y a un génocide plausible, donc j'adopte des mesures nécessaires, Israël devra les appliquer et les États doivent veiller à ce que ça soit appliqué. La Cour ne peut pas faire plus parce qu'elle applique un texte, ce texte c'est la Convention sur le génocide. Vous savez, le droit international se fait par les négociations, les juges héritent de cela et c'est ce qui a été en cause. Maintenant, deux choses, le débat va se poursuivre et très franchement, ce que tous les citoyens voient, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'éradiquer le peuple, de faire fuir cette population, je prends le pari, on en reparlera dans 2 ans, sera reconnu par la Cour parce que les éléments de preuve sont vraiment extrêmement forts et qu'il y aura un deuxième signe qui ne sera pas qu'un signe annonciateur, mais qui est ce qui va se passer devant l'autre Cour, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, où le débat avance dans les difficultés, mais il avance de manière très correcte et j'espère que dans les semaines ou mois qui viennent, on aura là aussi une décision de justice rendue. Et je veux enfin féliciter tout ce qui est fait actuellement parce qu'encore une fois, on pose vraiment le débat sur le droit international. Et quand M. Maleki parle ce matin, c'est l'État de Palestine qui parle, c'est pas l'autorité Très bien. palestinienne. Alors Gilles Devers, on va parler maintenant d'une autre plainte. Cela concerne une plainte pour génocide, mais ça concerne maintenant la CPI par un collectif d'avocats. La CPI est un tribunal indépendant comparé à la CIJ. Mais vous dites que vous êtes satisfait, soulignant que jamais une action judiciaire en faveur de la Palestine n'a si bien marché devant cette institution judiciaire internationale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors, moi, je serai satisfait quand on aura un vrai résultat et surtout quand on apprendra que les bombardements auront pris fin. Bon, donc pour le moment, c'est simplement une analyse positive de la procédure. Mais je fais aussi avec les institutions telles qu'elles sont. La CPI est une juridiction très compliquée. Tous ceux qui la pratiquent le savent, vu qu'il y a la procédure, mais il y a toutes sortes d'influences qui jouent, surtout au niveau du procureur, où on lui laisse une grande marge de manœuvre au procureur et il tient compte d'un bon nombre d'éléments. Maintenant, moi je parle de faits. La Palestine est confrontée à la 4e grave opération militaire. Il y en avait eu 3 autres qui étaient très sévères, plus d'autres plus modestes. Mais qu'est-ce que faisaient les autres procureurs? Eh bien, ils faisaient rien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne faisaient rien. Ils attendaient que quand tout soit fini, le Conseil des droits de l'homme désigne une enquête et c'était une enquête civile faite par une commission d'experts qui allait se prononcer 2 ans plus tard et puis le dossier partait aux oubliettes directes. Actuellement, alors que l'opération militaire est en cours, il y a dans le bâtiment que vous voyez à l'image des procureurs qui travaillent sur le dossier avec maîtrise, avec professionnalisme, qui nous ont demandé de coopérer pour renforcer le niveau de preuve, ce que nous faisons très volontiers. Et donc, nous le faisons en tant qu'avocats, mandatés par les victimes, avec des éléments très directs. Et la question qui est sur la table, c'est de délivrer des mandats d'arrêt. Et donc, je dis bien qu'effectivement, c'est la première fois qu'on a avancé jusque-là. Et on a énormément d'observateurs en Palestine, c'est certain, mais également dans le grand monde arabe, mais aussi dans les pays occidentaux, qui se trouvent pris dans un espèce de piège funeste pour eux, vu que ces pays qui professent tous les jours les droits de l'homme, qui font la leçon des droits de l'homme au monde entier, ne se rendent pas compte, ont perdu les yeux, ont perdu le regard, ont perdu le radar de compréhension et ne sont incapables de dire qu'il y a un génocide, ce que chacun voit pourtant tous les jours sous ses propres yeux. Donc, ce sont des procédures qui vont rectifier les faits. Alors, Gilles Devers, vous l'entendez souvent, cette remarque, le droit international semble un peu limité, voire caduque par rapport aux données objectives du monde, par rapport à ces conflits. On le dit, certaines puissances sont au-delà ou en dehors du droit international. Vous le dites, vous êtes satisfait puisque la Palestine est revenue dans le droit international, mais est-ce que le droit international n'est pas un peu limité par rapport à certaines grandes puissances? Est-ce qu'il n'est pas orienté? Est-ce que ce n'est pas simpliste de faire ce type de remarques? Expliquez-nous. Comme les États-Unis ou les grandes puissances qui n'ont pas à répondre, selon elles, par rapport aux injonctions du droit international, elles s'estiment être au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est simpliste de le dire? Oui, évidemment, je le déplore parce que ce sont des pays
qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, donc qui non seulement ont signé la charte, mais qui ont pour première mission de l'appliquer dans le cadre de la sécurité dans le monde. Et quand on voit que les États-Unis posent des vétos à des demandes de cessez-le-feu humanitaire, on voit bien qu'ils sont dans le dérapage, ils sont dans une surchauffe électorale interne, mais on voit bien qu'effectivement ce sont des dérapages. Donc est-ce qu'on va dire, ben oui, il y a des grandes puissances qui ont un rôle dominateur, notamment par le biais du dollar. Est-ce que, vu qu'ils sont dominateurs, ben on les laisse dominer? Ben non, on utilise les moyens que l'on a pour se mettre en travers et dire que la société, elle n'appartient pas à ce peuple, qui est finalement un petit peuple par rapport à ce qu'est la planète. La société internationale, elle appartient à tout le monde. Et devant ces pays que vous avez ici, c'est le seul endroit dans le monde où très clairement un Palestinien est égal à tous les autres citoyens, vu que la Cour a déjà jugé que c'était un État. Donc c'est un bon terrain pour agir. Mais, je veux bien souligner, la CPI, c'est pas notre terrain privilégié. Et surtout pas en défense, c'est-à-dire sur la défense d'un génocide. Nous, on avait un projet, et j'espère que ça on pourra le faire le plus tôt possible, l'idée de déposer plainte nous-mêmes pour le dossier qui sera le plus facile à digérer, si je peux dire, par la Cour, c'est-à-dire qu'elle aura les éléments de maîtrise et que c'est à sa dimension de le faire, ça sera une plainte pour la colonisation de Jérusalem. Le droit, il est parfaitement connu, vu que même le Conseil de sécurité a dit que c'était pas admissible. La Cour a dit que, la Cour CPI a dit que Jérusalem relevait de la compétence palestinienne, donc elle a déjà pratiquement condamné l'illégalité. Et au niveau des preuves, les preuves sont faciles à réunir. Donc voilà un débat qui pourra être très efficace. Et nous travaillons, nous cherchons à faire le plus large consensus pour porter cette plainte qui sera faite. Mais je veux souligner ici qu'il y a une excellente juridiction qui est la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi elle n'est pas saisie? Elle n'est pas saisie parce que le gouvernement de la Palestine ne l'a pas fait. Et c'est tout. Et on pourrait avoir sur la colonisation un excellent travail. Et il n'a pas, et donc qu'on n'accuse pas la justice quand on l'a pas saisi. Et là, je fais le lien avec le travail que nous avons pu faire avec le Front Polisario, vu que le Front Polisario, lui, n'est pas dans ces espèces de considérations où il faut plaire aux États-Unis, il faut plaire à Bruxelles, il faut plaire à tout le monde, et puis tout le monde vous pille. Le Front Polisario, il est uni pour la défense du peuple, il a fait le nécessaire, il a donné les mandats, et bien on fait des procès qui sont percutants, et après beaucoup d'efforts, on a obtenu encore en 2021 l'annulation des accords européens qui s'appliquaient au Sahara occidental parce qu'il n'y avait pas le consentement du peuple, c'est-à-dire le consentement du Front Polisario. Ils ont fait appel, donc bon, il y a un appel, voilà, ça a été plaidé. On attend le délibéré pour le mois de juin. On est très bien parti là-dessus. Je suis confiant. Je verrai si on gagne tout, mais on va marquer beaucoup de points. Donc, ce que fait, et là, ça sera très efficace. Efficace à tel point qu'on a déjà bloqué la pêche. Vous aviez une énorme pêche marocaine dans les eaux sahraouis, c'est fini, il n'y en a plus, les poissons sont tranquilles, et donc les eaux sahraouis sont préservées. Donc la justice, elle est efficace si on fait le nécessaire. On en a parlé ici même justement de cette thématique-là. Alors Gilles Devers, les prochains jours, le prochain calendrier judiciaire concernant la Palestine, c'est quoi concrètement les prochains défis ou les prochaines dates phares concernant la thématique palestinienne? Il y en a quelques-unes qui sont écrites, il y en a d'autres qui sont un peu à pousser. On attend donc le rapport qui sera fait après un mois après la décision de l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Et Israël n'a rien fait. Nous, on va remettre la semaine prochaine un gros rapport fait avec tous les bâtonniers du monde arabe et notamment votre bâtonnier national algérien pour montrer que rien n'a été fait, preuve à l'appui. C'est un gros document de peu plus de 200 pages qui va être remis et il y a d'autres initiatives qui vont être prises en ce sens. Donc on verra ensuite ce que fera la Cour internationale de justice. Le débat se poursuit également devant la CPI où on est en train d'œuvrer pour obtenir des mandats d'arrêt. Je ne sais pas quand ni comment. C'est pas le procureur qui décide. Simplement, le procureur décide de saisir la Chambre et la Chambre se prononcera. On travaille là-dessus. Il y a également d'autres initiatives devant des juges nationaux. Donc, il y a un point qui sera fait la semaine prochaine à Tunis où nous avons une grosse réunion internationale. Et puis, il reste le souhait d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les colonies, avec le chemin qui a été tracé par les Sahraouis.
On essaiera d'être au rendez-vous. Gilles Devers, merci d'avoir été des nôtres à l'échiquier international du jour. Je rappelle, vous êtes avocat, spécialiste du droit international et fervent défenseur de la Palestine. Merci pour vos explications et à très vite. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et je vous dis à demain.